Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'autant plus effectivement que c'est la rentrée scolaire. Donc, c'était un défi pour vous. Donc, merci d'être là. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je vais lancer l'enregistrement tout de suite. C'est bon, je l'ai fait, Célia. C'est bon? Ah, super. Ouais. Merci Anaïs. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les femmes championnes de l'engagement social et écologique, mais encore trop méconnues sur le plan économique, alors qu'elles comptent. Donc, j'ai l'immense plaisir d'animer ce webinaire avec Imen Mahardi, qui est donc fondatrice de On Your Cash et qui a initié donc cette belle initiative d'Elle Compte pour donner la voix aux femmes et les valoriser en tant qu'entrepreneurs responsables. Ce webinaire va durer 1 heure à peu près et voici ce qu'on vous a concocté au programme. Donc, rappel de ce qu'est l'agence Lucie. Donc, on profitez pour vous présenter ce qu'on fait rapidement. L'objectif aussi de ce partenariat entre l'agence Lucie et puis Elle Compte. Ensuite, un deuxième point sur, donc ça dure 5 minutes, un deuxième point sur les femmes méconnues, les chiffres et les faits qui le montrent. Et ensuite, la grande partie sera consacrée à la présentation de la campagne Elle Compte par Imen et pendant une demi-heure. Et ensuite, on finira par une vingtaine de minutes d'échange de questions avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. À ce moment-là, on aura grand plaisir à y répondre. Oui, sachant que ce ne sera pas une demi-heure de monologue, donc si vous souhaitez m'interrompre, n'hésitez pas. Je ne sais pas si si tout le monde a un micro encore ou est-ce qu'on repasse dans le chat pour les questions, Salia? Comment... Je pense qu'on va donner la parole au micro au fur et à mesure. D'accord. Anaïs, tu peux t'en charger au fur et à mesure que les gens vont se connecter? Ouais, d'accord. Comme ça, ce sera plus interactif. Vu qu'on n'est pas très nombreux, Profitons-en. Voilà. Super. Eh bien, donc allons-y. Donc, première partie, présentation du partenariat Agence Lucie, Elle Compte. Donc, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Lucie. Donc, mon rôle, c'est de superviser et de développer l'activité de l'agence Lucie. Alors, qui est l'agence Lucie? Nous sommes en fait une organisation, une SAS, détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Et notre mission, c'est de permettre à tout type d'organisation de s'engager dans la responsabilité sociétale pour prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités. Donc aujourd'hui, on est la première communauté d'acteurs, d'organisations engagées en matière de responsabilité sociétale, puisque à ce jour, on est à peu près 700 organisations qui sont engagées dans des démarches de responsabilité sociétale, et notamment à travers les différents labels que nous opérons à l'agence Lucie. Donc en fait, on est un peu un centre de ressources pour permettre à tout type d'organisation, quels que soient ses moyens, ses objectifs, de s'engager dans une démarche. Et pour cela, on propose plusieurs dispositifs. Donc, il y a différents degrés d'engagement. Et si la RSE était une montagne à gravir, il y aurait 4 niveaux d'engagement progressif qui peuvent s'envisager. Le premier niveau, c'est s'informer, partager, s'outiller. Donc, à l'agence Lucie, on propose des outils, notamment un nouvel outil très puissant pour construire son plan d'action RSE et s'inspirer des meilleures bonnes pratiques existantes dans le domaine. La base Lucifer, c'est une base de plus de 2000 bonnes pratiques RSE inspirées des entreprises qui ont mis en place des démarches et qui peuvent vous permettre donc de construire et de vous inspirer pour mettre en place votre plan d'action RSE. Un autre outil, Lucie A22R, c'est un outil de mesure d'impact pour démontrer que la RSE a un retour sur investissement positif pour l'entreprise.
Un deuxième niveau, c'est se former. Donc, à l'agence Lucie, nous avons un centre de formation 100% RSE, où vous pouvez venir vous former sur les différentes thématiques de la RSE. Donc, aujourd'hui, on a une vingtaine de formations qui sont proposées et qui sont peuvent être prises en charge par les OPCO. Donc, vous pouvez vous former sur l'économie circulaire, sur la qualité de vie au travail, la santé-sécurité, etc. Le troisième niveau, donc là, vous pouvez intégrer la communauté Lucie. Et donc, c'est là qu'on parle de communauté Lucie. C'est tous ceux qui ont engagé une démarche, donc qui se sont engagés dans une démarche de labellisation. Et donc là, vous avez différents labels qui sont proposés. Un label, le label Toumaï, c'est un label premier pas qui permet à une entreprise de valoriser son niveau de maturité. Et puis ensuite, vous avez des labels thématiques qui permettent de s'engager sur une thématique de la RSE, notamment Envol, qui permet de s'engager sur l'environnement, NR, le label numérique responsable dans le domaine du numérique pour réduire son empreinte, et le tout nouveau label qu'on vient de mettre en œuvre avec notre partenaire Bureau Veritas, Biodiversity Progress, qui permet de s'engager, de valoriser son engagement dans le domaine de la biodiversité, enjeu très important également. Et enfin, le quatrième et dernier niveau d'engagement, le plus exigeant et le plus impactant, c'est notre label phare d'origine, le label Lucie 26000, qui permet à une entreprise, une organisation de s'engager avec une démarche exigeante, puisqu'il y a une évaluation sur site, il y a un comité de l'application. Et donc, ça permet de s'engager dans une démarche d'amélioration continue qui permet à une organisation de toujours progresser dans sa démarche. Donc, voici un peu rapidement ce que fait l'agence Lucie. J'y reviendrai tout à l'heure avec vos questions avec plaisir. Donc, l'objectif de notre partenariat avec Elcompte, donc pourquoi ce partenariat? Eh bien, l'objectif de cette campagne, c'est de donner la parole aux femmes, de les valoriser, de leur donner pleinement leur position en tant qu'actrices dans le domaine économique et qu'elles ont un réel pouvoir économique, notamment à travers l'entrepreneuriat et la création d'activités responsables qu'elles peuvent mettre en œuvre. Chez Lucie, on est convaincu que féminiser l'économie est un enjeu majeur, puisque tout simplement les femmes représentent 50% de la population, donc il n'est pas envisageable d'avoir un monde qui soit durable si la moitié de la population n'est pas prise en compte ou n'est pas mobilisée. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs, l'un des 17 objectifs du développement durable mis en place par l'ONU, le numéro 5 notamment, qui est de viser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc ça, c'est un enjeu très important, et notamment pour donner pleinement la possibilité aux femmes de jouer leur rôle dans l'économie. Donc promouvoir l'égalité femmes-hommes, ça fait partie intégrante de la démarche de responsabilité sociétale et incombe aux organisations qui veulent assumer leur responsabilité sociétale et d'œuvrer donc pour l'égalité femmes-hommes. Et donc ça rejoint tout à fait notamment l'activité de l'agence Lucie, qui est de faire en sorte que toutes les organisations intègrent la responsabilité sociétale et donc l'égalité femmes-hommes. Et puis la RSE, c'est aussi un levier pour les femmes pour devenir des leaders, et notamment à travers l'entrepreneuriat responsable, en créant des activités qui répondent à la fois à une création d'activités économiques, d'emplois, de richesses, mais qui répondent aussi aux enjeux sociaux et environnementaux, et donc pour avoir un impact positif sur la société. Alors, les femmes méconnues, les faits et les chiffres. Donc aujourd'hui, pardon Salia, peut-être oui. Juste pour dire, moi de mon point de vue, oui, l'objectif du partenariat. Tout à fait. Excuse-moi, Imen. Pas de problème. C'est que pour dire des choses sympas, donc pas de problème. J'étais lancée, alors. J'étais à fond, j'adore la posture. Donc, je me présenterai en 2 mots plus tard, mais
pour donner l'autre versant des objectifs du partenariat, donc entre l'agence Lucie et Elcompte, que je présenterai rapidement tout à l'heure, donc qui est quand même un collectif qui a pour vocation à mettre en lumière et à aider un certain nombre d'entrepreneurs talentueuses à traverser la crise en soutenant leur business, hein, c'est ça dont on parle. Eh bien, je trouve que j'avais été approchée par Salia sur LinkedIn, je crois, c'est ça, hein, sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Et l'agence Lucie, enfin le label est un label dont j'avais entendu parler depuis plusieurs années déjà, puisque pour moi c'était un des labels de référence en matière de mise en œuvre et de suivi des objectifs de type ISO 26000, c'est ça? C'est ça, exactement. Et que donc il me semblait qu'un partenariat pour une campagne ou un collectif qui a vocation à mettre en lumière des entrepreneurs dont l'activité développe un impact social ou environnemental positif fort, s'associer avec un réseau d'organisations qui a vocation et un peu chevillé au corps à justement pas faire du green social washing et non seulement ne pas en faire, ne pas le promouvoir, mais en plus donner les outils pour pouvoir se mettre en mouvement et non pas considérer qu'on est parfait dans tous ces sujets-là, mais en tout cas se mettre en mouvement dans une démarche de progrès continu, ça me semblait d'une évidence évidente. Voilà. Donc, stupéfiante. Donc ça s'est fait un peu comme ça et je suis très heureuse de ce pont parce que un certain nombre d'acteurs notamment dans les domaines de l'économie sociale et solidaire peuvent être un peu critiques des démarches RSE qui peuvent paraître superficielles ou simplement de rester au niveau de la communication. Et d'ailleurs, un certain nombre d'organisations ont comme responsable RSE leur responsable communication. Donc, c'est quelque chose qui est orienté vers l'extérieur et pas vers la partie opération ou la partie production ou la partie vraiment le cœur du réacteur, pas toujours en tout cas. Et donc, je trouvais que le barycentre de l'action que mène Lucie était précisément pour aller contre ce préjugé. Et donc, tout ce qui combat les préjugés ne peut que me réjouir parce que c'est ce que je passe mon temps à faire avec On Your Cash. Donc voilà en quelques mots et de manière plus littéraire ce que vient de nous dire de manière très cadrée Salia. Merci beaucoup, Yvette. Juste, vous m'entendez? Oui. Du coup, Elcompte et On Your Cash, quel est le… Je vais dire un mot dans 5 minutes. Ah, ok, bah super. 5 minutes. Vous avez loupé quelque chose, mais… Pas du tout. Bonjour. Merci. Très bien, merci Imen. Donc, je continue du coup. Hop. Alors, les femmes méconnues, les faits et chiffres. Alors, déjà, les femmes des championnes. Donc, au-delà du fait que les femmes aujourd'hui sont beaucoup mobilisées dans le domaine de la responsabilité sociétale, donc on a des femmes très engagées dans ce domaine-là qui défendent et qui promeuvent la responsabilité sociétale. On le voit aussi, beaucoup de femmes dans les fonctions liées à la RSE. Donc, c'est un domaine qui attire naturellement les femmes. Et on l'a vu aussi aujourd'hui à travers la crise sanitaire qu'on traverse. Ça a mis en lumière l'importance des femmes, notamment dans les métiers essentiels qui heureusement ont pu être là pour nous aider à traverser la crise sanitaire. Donc des métiers comme qui sont tournés vers les autres, qui prennent soin des autres. Donc l'enseignement, les personnels de santé, les assistantes maternelles, les caissières, les femmes de ménage. Donc toutes ces femmes ont été en première ligne pour nous aider à traverser la crise sanitaire. Et c'est aussi, ça a mis aussi en lumière la fragilité des femmes
face à beaucoup de risques, déjà de l'exposition au virus du fait des métiers qu'elles exercent, mais aussi la surcharge, la charge mentale liée à la responsabilité à la maison, donc les tâches domestiques, l'éducation des enfants, notamment le fait d'assurer l'enseignement à la maison parce que les écoles étaient fermées, et aussi face au fait que ça les exposait aussi à plus de violence conjugale du fait du confinement, le recul des droits aussi dans certains pays en développement. Donc la crise sanitaire a vraiment mis en lumière les femmes comme étant vraiment en première ligne pour affronter ce virus, et puis aussi toutes les fragilités qui se sont aussi posées à elles. L'expérience montre aussi que les femmes et les jeunes filles en général sont plus vulnérables lorsqu'il y a des changements environnementaux, lorsqu'il y a des crises, notamment on l'a vu avec la crise du coronavirus. Et donc, malgré elles, par conséquent, elles sont bien obligées en fait d'anticiper ces changements et d'être aussi actrices dans ces domaines-là. Donc, bien malgré elles, elles sont aussi obligées en fait de se positionner en tant que dans le domaine de la responsabilité sociétale pour relever les défis sociaux et environnementaux. Parce qu'on sait que c'est elles qui vont en premier lieu avoir les conséquences de ces changements. Il y a aussi des études qui montrent que les femmes sont plus engagées sur le plan écologique et éthique que les hommes. Il y a notamment une étude qui a été menée en Angleterre en 2018 qui montre que les femmes déclarent avoir adopté un mode de vie plus éthique, plus important que les hommes, parce qu'elles étaient 71% de femmes contre 59% pour les hommes. Et elles étaient 77% à déclarer recycler régulièrement. Donc, un des éco-gestes, notamment à la maison, c'est que 67% pour les hommes. Donc, un bémol quand même, c'est que les femmes ne doivent pas non plus avoir une charge, pour faire le lien avec la charge mentale, avoir une charge supplémentaire environnementale. Parce que du fait qu'elles ont plus de responsabilités dans le foyer, eh bien, c'est sur elles, du coup, que va se porter toute la responsabilité sur notamment les éco-gestes, le fait de trier, recycler, le fait lorsqu'elles font leurs courses, d'acheter des produits éco-responsables, bio, etc. Donc ça, c'est le bémol qu'on peut avoir. Donc les femmes sont vraiment engagées dans la responsabilité sociétale, que ce soit à travers leur comportement ou à travers les métiers qu'elles exercent. Alors maintenant, sur le plan économique, les femmes méconnues, donc on a des chiffres qui le montrent et malheureusement qui ne s'améliorent pas assez vite dans le temps. Alors dans les faits, aujourd'hui sur le plan économique, il y a toujours un écart salarial moyenne de 20% entre les femmes et les hommes. Il y a aussi des comportements négatifs de harcèlement envers elles. Donc, entre 30 et 50% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui se vit au quotidien par les femmes. Il y a aussi, sur le plan économique, les femmes dirigeantes représentent que 4%, donc des PDG et des présidents de conseils d'administration. Donc là aussi, il y a un gros chantier pour donner pleinement leur place aux femmes. Les freins à l'égalité, il y a plusieurs choses. Il y a la législation déjà. Donc il y a en 2018 2,7 milliards de femmes dans le monde qui ne disposent pas des mêmes choix en matière d'emploi que les hommes. Donc il y a certains emplois qui sont inaccessibles aux femmes. Notamment du fait aussi qu'elles ont moins accès à l'éducation que les hommes.
Les difficultés d'accès à l'autonomie, 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes, donc voilà la difficulté d'accéder à l'éducation. Et aussi, ce qui a vraiment la peau dure, c'est les stéréotypes, et c'est ce qui fait que les progrès sont très lents. Et notamment le fait que les femmes consacrent 4 heures et 25 minutes aux activités non rémunérées, notamment le fait de s'occuper du foyer. Et donc, si on reste à ce rythme-là, il nous faudra très longtemps pour combler l'écart entre les hommes et les femmes. Pourtant, les femmes gagneraient vraiment à jouer leur rôle sur le plan économique, puisqu'il y a plusieurs études aujourd'hui scientifiques qui démontrent qu'une intégration des femmes notamment dans les équipes de direction, dans les managers, dans les équipes de management, dans les comités de direction, les conseils d'administration, eh bien, ça contribue à rendre les entreprises, les organisations plus performantes économiquement et contribuer à leur développement, puisque les femmes vont apporter un autre point de vue, une autre façon de faire, de prendre des décisions, de manager. Et donc, on a tout intérêt en fait à favoriser l'égalité femmes-hommes, puisque ça va contribuer à la performance économique des organisations. Et notamment aussi dans les disciplines scientifiques, aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a que 35% de femmes à travers le monde qui étudient dans les disciplines scientifiques. Aujourd'hui, justement, la... Pardon. Attends, j'ai envie de faire plein de commentaires. Stop. Parce que les faits et les chiffres... Je peux, Célia? Je peux? Les faits et les chiffres, là, c'est des faits et des chiffres qui sont totalement déprimants. Hein, vu comme ça, c'est compliqué. Hein. Et je vous cache pas que j'ai dû boire pas mal de café pour m'en remettre, mais c'est ouf. Il n'y a pas que ces faits et ces chiffres-là, heureusement. 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 J'ai pris quelques notes et c'est pas du tout pour disons rééquilibrer dans l'autre sens juste pour des questions rhétoriques. C'est que il y a quand même une réalité qui n'est pas suffisamment connue des femmes elles-mêmes. Je pense qu'il y a pas mal de ces chiffres qui sont tout à fait connus, le fait qu'il n'y a pas assez de femmes dirigeantes, le fait que les cas de harcèlement sont terribles, que sans même parler du harcèlement sur la difficulté autour des violences conjugales, autour des meurtres, des féminicides, etc. Donc bref, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et donc on pourrait se dire, oh là là, moi je vais pas sortir de chez moi, je vais rester dans mon petit coin et puis c'est pas grave, mais voilà, ce monde est trop hostile, je ne veux pas avoir affaire avec ça. Il y a quand même plein de points positifs et qui d'ores et déjà montrent que les femmes sont au centre de beaucoup de choses. Sur la question de la consommation, qui est quand même pas un sujet anodin, en tout cas dans une économie de marché, les femmes influencent, selon les pays, entre 70 et 85% des décisions de consommation dans le monde. Donc, en fait, le pouvoir économique en termes de décision pour pouvoir orienter l'argent vers telle ou telle entreprise, tel ou tel type d'achat, tel ou tel type de consommation, responsable ou pas, ce sont les femmes qui le détiennent. Et ça, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que consommer, faire ses courses peut être perçu comme une corvée, comme un pinceau, comme l'une des nombreuses charges ménagères qu'ont à supporter les femmes. C'est aussi un pouvoir de façonner l'économie. Hein, donc, ça, c'est quand même un premier point qui n'est pas du tout anodin. Le second, c'est, tu citais, Salia, tout à l'heure, la question des objectifs de développement durable. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, les ODD? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Parce que c'est important. Sinon, on fait un mini-point, parce que c'est vraiment important de savoir ce que c'est. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire dans le chat s'il ne sait pas? Si tout le monde sait, c'est parfait. Si je veux bien... Comment? Un mini-point, c'est bien, oui. Un mini-point, c'est bien. OK. Alors, un mini-point. Les ODD, en fait, il y a 17 objectifs ODD, objectifs de développement durable, qui ont été mis en place en 2015 par l'ONU à horizon 2030. Et ces 17 objectifs
fait, qui recouvre les enjeux du développement durable, donc qui sont d'ordre sur le plan social, donc notamment qui concernent l'égalité femmes-hommes, l'éducation, qui concerne la santé, qui concerne l'économie aussi, donc favoriser le développement de l'économie, notamment l'économie sociale et solidaire, les énergies renouvelables, les villes qui sont… les villes durables. Les villes durables, oui. La dignité dans le travail aussi, hein, ça c'est un des objectifs fondamentaux. L'accès à l'eau, bref, c'est vraiment très, 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 très large. Voilà, ça couvre vraiment tous les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, c'est en fait un agenda, une feuille de route qui est fixée à l'échelle de la planète pour que tous les pays, déjà en premier lieu, et puis toutes les organisations, les entreprises aussi sont concernées pour contribuer à atteindre ces 17 objectifs à horizon 2030. Et donc, chaque objectif se décline ensuite en cibles qui sont à atteindre d'ici 2030. C'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment important quand on s'intéresse aux sujets socio-environnementaux ou à l'RSE d'ailleurs, de s'intéresser aux ODD parce que ça permet d'avoir une trame de discussion commune. Et ça permet d'avoir une identification des objectifs et des enjeux communs. Pour revenir aux ODD, celui autour de l'égalité homme-femme est considéré par un certain nombre d'experts comme un objectif méta, c'est-à-dire un objectif qui permet la mise en œuvre d'autres objectifs, notamment sur la lutte contre la faim, le meilleur accès à l'eau dans les communautés et dans les villages un petit peu isolés. Lorsque vous avez des possibilités de développement économique qui sont offertes notamment via du microcrédit à des communautés de femmes, eh bien, les effets de l'égalité des chances en matière de développement économique qui est accordé à ces femmes sont en fait très très larges sur le village ou bien la communauté locale. Et donc viennent répondre à tout un tas d'objectifs qui n'étaient pas forcément les premiers visés, donc la lutte contre la faim, la lutte contre l'illettrisme, etc., mais qui en fait sont des objectifs qui sont atteints comme une conséquence favorable du fait d'avoir visé cette égalité homme-femme. Donc c'est pas du tout un truc juste éthique, même si c'est essentiel. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a plein d'organisations qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc je le précise. Et dernière remarque, parce qu'on ne va pas commenter tous les points et on va passer au reste, mais dernière remarque quand même, sur la question de la performance liée à la mixité, qui est considérée comme l'argument massue de plein de gens pour démontrer encore et encore, sortir des études chaque année. McKinsey en fait depuis 10 ou 15 ans, donc un cabinet international de conseil en stratégie, est très impliqué sur les calculs de démonstration de performance opérationnelle, managériale, économique, financière, ce que vous voulez, d'organisation au niveau international sur ces sujets de diversité et de mixité. Ça fait 10 ou 15 ans qu'en fait ils ont démontré que des organisations qui avaient des organes de direction plus mixtes ou encore plus divers étaient plus performants. Pour autant, les choses ne changent pas. Et est-ce que ça veut dire que si on utilise ce seul argument de la performance, le jour où quelqu'un démontrera que finalement, avoir plus de femmes ou avoir plus de profils divers n'est pas corrélé avec plus de performance, alors ça veut dire qu'on s'arrête? Ça veut dire que finalement, les femmes n'auront plus de place dans les organes de direction parce qu'en fait, finalement, non, elles ne sont pas plus performantes que les hommes, donc elles n'ont pas leur place. Non, en fait. Non. Donc, en fait, ça me semble à manipuler avec beaucoup de précaution, cet argument de la surperformance comme justification ou comme justification principale des politiques en matière de mixité ou de diversité. C'est une conséquence heureuse, tant mieux, mais non. En fait, déjà de base, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que si on constitue une équipe, on essaie de prendre les meilleurs, qu'ils soient hommes ou femmes.
Et donc, voilà, je voulais rebondir sur ce sujet-là parce que je vois beaucoup de femmes relayer et publier ces études. Et je crains que si des études venaient démontrer le contraire ou que d'un point de vue méthodologique, ces études étaient remises en cause, ce qui est assez souvent le cas, on leur dise finalement, vous voyez, c'est pas si performant, donc finalement, restez chez vous. Et non. Effectivement, tu as tout à fait raison, Imen. Ça, on va dire, c'est un argument, un plus qui montre que effectivement, en fait, aujourd'hui, les entreprises ont tout intérêt à œuvrer en faveur de l'égalité et à y aller sans attendre d'être contraintes par la loi. Mais c'est pas ça qui doit motiver en premier lieu les entreprises. C'est déjà considérer que les femmes, elles ont autant leur place pleine et entière, bien sûr, le droit d'exister que les hommes, et qu'elles doivent avoir accès à tous les différents postes, bénéficier des mêmes avantages, etc. Et donc ça, c'est un socle fondamental pour se développer et y avoir un développement qui soit durable, sinon on n'y arrivera pas. Et si on est plus performant, tant mieux, c'est un plus. Du coup, excusez-moi, je voulais juste intervenir. Je suis assez d'accord. Je voulais juste dire quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes? Pardon. C'est Diane. Pardon, Diane. Oui, Diane. Excusez-moi. Je voulais juste dire quelque chose. Effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit. Moi, j'ai souvent effectivement du mal avec, on va dire, la présentation en disant que effectivement on n'a pas forcément notre place. Moi, je vais carrément revendiquer le contraire, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de pas avoir ces places-là parce qu'en fait on dit que les femmes justement voient différemment et que c'est peut-être pour ça que il faudrait qu'on les inclue. Le problème, c'est que si on les inclut avec une organisation qui aujourd'hui n'ont pas les valeurs qu'elles veulent porter. En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est contre-productif. Donc, clairement, moi, j'aurais pu avoir des postes à responsabilité. J'ai fait le choix de faire plusieurs types d'organisations, justement, pour voir s'il y avait un modèle qui me correspondait le mieux. Donc là, je veux dire, je vais répondre plus en tant que chef d'entreprise plutôt que femme. Clairement, c'est que quand on ne trouve pas au niveau des structures ce qu'on va rechercher, qu'on soit un homme ou une femme, on dit que de la créativité, enfin que des contraintes naît la créativité. Je pense que c'est plutôt notre force en tant que chef d'entreprise et pas en tant que femme. Donc après, je suis d'accord qu'il y aurait, il faudrait qu'il y ait des visions différentes, mais je pense qu'elles sont pas portées que par les femmes. Et donc clairement, je pense aussi qu'il faut arrêter, à mon avis, en tout cas, d'être que sur cet argument-là, parce qu'il y a des femmes qui ont choisi de ne pas avoir ces postes à responsabilité, justement parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans ça. Et que, on disait aussi, c'est qu'il y a le double problème, c'est qu'elles sont très sensibilisées à l'écologie ou au social, et aujourd'hui, elles n'ont pas de place dans la plupart des structures. Donc, clairement, elles y sont aussi peut-être pas. Pas parce qu'on leur donne pas la place, mais peut-être parce qu'elles n'ont pas envie de porter quelque chose dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Oui, ou qu'on les contraint à penser que c'est ça qui est bon pour elles. Oui. Ou elles sont conditionnées au fait que les femmes, elles sont dans le care, elles sont dans le soin. Elles doivent être dans le don d'elles-mêmes, dans le sacrifice d'elles-mêmes, dans le. Il y a quand même des discours sociaux, enfin de la société, j'entends, et puis même entre femmes. Qui consiste à dire qu'une femme, par essence, ça a un regard différent. Ben non, en fait. Ça dépend de quel a été son parcours, ses études, sa famille. Si vous voulez, il y a un côté essentialiste qui est quand même très, très, très compliqué. Très compliqué. Je vais me présenter en 2 mots, pardon, pour avancer, mais je vais me présenter en 2 mots et vous comprendrez que j'aurais pu tout à fait avoir un regard d'une conformité et d'un conformisme aveuglant et que précisément non. Et là où je veux en venir aussi, Diane, et c'est hyper intéressant ce que vous dites, c'est que quand vous dites oui, il y en a qui choisissent de ne pas prendre ces postes de direction, mais c'est aussi qu'elles n'ont pas le pouvoir ou la maîtrise pour pouvoir, à un certain niveau de poste, changer la culture ou changer les priorités ou changer les façons
les choses sont organisées, etc., pour pouvoir faire en sorte d'adapter l'organisation à ce qui leur semble intéressant, du fait de leurs priorités et de leur vie à côté. Parce que on dit, les seules personnes à qui on parle d'égalité, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en tout cas jusqu'à il y a peu, c'était les femmes. Alors que, je sais pas, a priori, si vous venez d'être père, on pourrait tout à fait légitimement vous dire alors comment tu vas t'occuper, et alors le soir, la nuit, comment tu vas faire pour dormir, etc. Donc, Oui, c'est Valérie. si vous voulez, il y a des conditionnements sociaux qui ne sont pas du tout à minimiser. Et lorsqu'on vous répète du soir au matin que oh là là, ça doit être dur avec le petit dernier, alors que vous, ça va bien, il faut quand même avoir un sacré caractère. Hein, il faut quand même être très, très solide sur ses pattes pour pouvoir absorber ça. Et donc, je trouve que ça détermine, en fait, ça conditionne un certain type de profil de femmes, justement, qui ont un caractère très affirmé, qui donc vont envers et contre tout avancer dans l'organisation pour espérer un jour peut-être tout en haut remodeler les choses à leur manière. Ok, mais en fait, les hommes qui sont tout en haut des organisations ne sont pas du tout nécessairement avec des caractères très marqués et je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de sélection naturelle de sélection artificielle plutôt, des profils de femmes qui peuvent survivre dans les organisations et qui font que, au bout d'un moment, elles disent ok, c'est pas pour moi, merci, au revoir. Donc il y a, tout ceci est très très mêlé et très complexe, etc. La remarque que vous faites est importante. Pour autant, ce sont plein de facteurs différents. Et quand vous avez des femmes qui disent oui, mais moi je pense qu'il faudrait orienter la stratégie de l'entreprise vers quelque chose de plus social ou de plus environnemental, si elles n'ont pas fait toutes leurs preuves auparavant sur leur supposée performance économique et leur adéquation avec la vision et l'organisation et la stratégie de la boîte, on ne va pas les écouter. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, dans le processus de prise d'autorité ou de valeur qui est accordée à la parole des personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui mettent en avant les enjeux sociaux, environnementaux en disant mais en fait c'est une question de pérennité qui pose problème parce qu'il faudrait déjà avoir fait ses preuves avant. Et donc je comprends 1000 fois le fait qu'il y ait plein de femmes et d'hommes d'ailleurs qui décident de partir et de sortir du système plus classique en disant moi je vais entreprendre parce qu'en fait ça ne me convient pas et je considère que j'ai mis à faire ailleurs. Et donc ça me fait une bonne transition pour Elle compte. Exactement, tout à fait. Ça fait partie des choses positives. Exactement. On n'est pas dans le misérabilisme, tout à fait. Donc pour me présenter en 2 mots, je m'appelle Imen, gros travail à faire au de l'éducation. Il suffit de regarder les chiffres de l'orientation après la 3e. Oui, et aussi gros travail à faire, donc c'est une remarque de Cécile dans les questions, qui dit gros travail à faire au niveau de l'éducation, il suffit de regarder les chiffres de l'orientation après la 3e. Oui, mais gros travail aussi à faire au niveau des adultes. Parce que si on devait attendre 25 ans que les gosses qui sont au primaire ou au collège commencent à travailler pour éventuellement commencer à modifier des choses, le tic-tac des questions climatiques sera déjà passé depuis longtemps. Donc moi, je fais partie des personnes qui considèrent qu'on peut changer d'avis. On peut changer d'avis à tout âge. On peut avoir des prises de conscience et vouloir réorienter ses priorités, ses choix personnels ou professionnels, quel que soit son âge. Donc, les personnes qui ne sont pas forcément les plus pro-environnement ou les plus pro-féministes ou les plus pro-changement finalement, et donc qui mettent en avant une forme de conservatisme doux, peuvent vous dire oui, tout se joue au niveau de l'éducation. Et donc ils repoussent le problème en disant non, mais on verra ça dans 30 ans, en fait. Oui, d'accord, mais donc les personnes qui sont aujourd'hui adultes, on les met à la poubelle ou c'est quoi le truc? Pourquoi Donc c'est pas ou, c'est et. C'est oui, l'éducation. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les personnes qui ont entre 20-25 jusqu'à 65 ans? Parce que je connais des entrepreneurs qui ont monté leur boîte à 60 ans et qui marchent bien et vendent bien leur face. Donc, les leviers d'action et les leviers de prise de conscience sont valables évidemment aussi pour les adultes. Donc, vous voyez, l'argument de l'éducation, dans la série des arguments à manipuler avec précaution, je trouve que celui-ci, il faut vraiment y faire attention parce que de la même manière… Oui, pardon, c'est Valérie, je voulais juste te dire que l'éducation, ça passe aussi par l'exemple.
Aussi, merci. Donc Tout à fait. si nous-mêmes, Merci. en tant qu'adultes, on n'évolue pas pour montrer l'exemple à nos enfants et être en phase Tout à avec ce fait. qu'on leur dit. Vous avez parfaitement raison. Absolument. Absolument. Et dernier point avant que je n'oublie, mais évidemment j'ai oublié, c'est pas grave, ça va revenir. C'est pas grave. Pardon, je vous ai Pour ça, je pense qu'il interrompu. était sympa ce point, mais c'est pas grave. Vous voyez que c'était pas déprimant, on sourit, c'est bon. Tout va bien. Donc, exactement. Ou si ça va pas bien, en tout cas, on fait preuve de la volonté qu'il faut pour faire que les choses bougent. Donc, je m'appelle Imen, j'ai 43 ans bientôt et j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le domaine de la finance, ce qui veut tout et rien dire parce que c'est un domaine très très large, plus précisément dans le secteur des fonds d'investissement, d'abord pour le compte de fonds d'investissement et ensuite à l'intérieur d'un d'entre eux en France, avec un certain nombre de missions à l'étranger également. Je suis algérienne et française et donc née en Algérie, grandie en France. La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est pas pour décliner mon identité détaillée, mais c'est quand même pour vous dire que je pense que c'est important de comprendre que quand vous avez des personnes qui se présentent à vous, et on va y revenir tout de suite après sur elles comptent, elles se présentent à vous avec un certain nombre de codes, un certain nombre de signes qui vous sont envoyés. L'un des premiers signes que je vous envoie, c'est mon nom et mon prénom, qui ne sont pas Françoise, je sais pas quoi, Georges, bien sûr. Et pour autant, c'est juste une information qui va peut-être que vous allez traiter ou pas traiter. Mon identité de femme, c'est une information que vous allez traiter ou pas traiter. Le fait que je sois jeune ou moins jeune, c'est une information que vous allez traiter ou pas traiter. Je prends le parti, depuis un certain nombre d'années maintenant, de traiter l'information pour vous, en vous disant, en levant tout de suite le doute, et comme ça on passe à autre chose, plutôt que de rester à ce que les personnes réfléchissent en se disant mais quoi, comment. Donc bref, 20 ans dans la finance, j'ai fait plusieurs choses, beaucoup d'investissements, d'abord dans des entreprises qui étaient en forte transformation, qui n'allaient pas bien concrètement, ou alors qui allaient moyennement bien et en tout cas beaucoup moins bien que leurs concurrents. Et depuis 2012, je m'intéresse aux entreprises à impact social ou environnemental positif, avec une expérience tout à fait incroyable pendant 3 ans de reprise d'entreprise dans le secteur du handicap, du transport scolaire d'enfants handicapés, que j'ai donc reprise à titre personnel et dirigée pendant 3 ans. Donc, c'était pas strictement de la finance, mais comme j'ai investi de l'argent en plus de la diriger, on peut considérer que c'était quand même un peu dedans. Et avec également plusieurs années de mentorat d'entrepreneurs, des femmes et des hommes. Au fur et à mesure des années, beaucoup plus de femmes qui venaient à moi parce que effectivement mes engagements associatifs étaient beaucoup autour de 2 thèmes et de manière un peu obsessionnelle, c'était les 2 mêmes, c'était autour de l'égalité des chances et de la place des femmes dans l'économie. Alors pas dans la politique, pas dans la culture, pas dans l'art, parce que mon champ d'action, mon champ d'expression quotidien était l'économie et que je voyais à 23 ans quand j'ai commencé à travailler, j'étais la seule femme dans les réunions et pendant longtemps, alors que mes interlocuteurs étaient tous des hommes de pouvoir et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule femme. Et au bout d'un moment, vous vous dites, c'est bizarre, je vais aller me renseigner, je vais aller dans des associations, je vais comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure des études McKinsey depuis un certain nombre d'années, je les vois passer depuis un certain nombre d'années et en fait, ça n'a jamais motivé qui que ce soit à bouger la composition de son board. Franchement, bref. Et en 2018, une fois que je me suis un petit peu requinquée de cette expérience de reprise, j'ai monté un nouveau projet en parallèle de mes activités d'investissement à impact et de mentorat, qui s'appelle Own Your Cash. Donc, il y a une entreprise qui forme des femmes massivement et les hommes qui ont envie. C'est ma vision de la mixité, c'est que c'est une mixité qui est ouverte aux hommes également, pour apprendre à prendre en main leur argent, puisque c'est une condition, à mon avis, de leur égalité réelle. Certes, on a une égalité en droit, mais si elle n'est pas garantie et mise en œuvre par une égalité économique, et l'égalité économique, ce n'est pas qu'une question de salaires égaux,
C'est aussi une question de je suis payée comme mes camarades, comme mes collègues. Est-ce que je fais la même chose de cet argent? Et est-ce que 30 ans plus tard, alors que j'ai été payée tout pareil, supposons, hein, il y a des organisations où il y a des grilles, donc il n'y a pas de débat, et il y a des organisations qui ont une réelle garantie d'égalité salariale, est-ce que lorsqu'on me verse cet argent, j'en fais la même chose? Okay? Et donc, est-ce qu'après 30 ans, j'ai les mêmes moyens d'exercer ma liberté, d'exercer mes choix? Là, la réponse est beaucoup moins claire. Elle est plutôt non, en fait. On parlait tout à l'heure de violence conjugale et de difficultés de harcèlement. Si vous n'avez pas suffisamment de réserve de votre côté, pour pouvoir décider de quitter une entreprise parce qu'en fait, ça ne vous convient plus parce que le climat est insupportable, parce que vous dites non, mais j'ai besoin de ce job et je ne peux pas me permettre de rester 3 mois sans bosser, c'est sûr que oui, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de partir, mais vous n'en avez pas la réelle possibilité. Donc, la question de l'indépendance économique, ou pareil, vous subissez une situation très compliquée, ou en tout cas, vous sentez des prémices d'une situation compliquée à la maison. Si vous n'avez pas la possibilité de prendre votre portefeuille dans la main, vos gosses si vous en avez, et de partir, sans vous dire, oulala, je vais me trouver à la rue, mais parce que vous avez les moyens de prendre un appartement ou de trouver un logement par ailleurs, et de continuer votre vie, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et donc, on est vraiment dans la prévention, la prise de conscience du fait que l'argent des femmes conditionne l'exercice de leur liberté et de leur liberté d'être, simplement. Tant qu'on n'intègre pas ça, on passera notre temps à gérer les conséquences de cet assujettissement ou de ce plus faible exercice de liberté. À savoir, on va ouvrir des foyers pour celles qui n'ont pas d'argent et qui doivent partir en catastrophe de violence conjugale, etc., etc. Donc, on sera toujours dans la gestion des conséquences et pas dans la question de la prévention. Donc voilà pour Own Your Cash. Et deuxième levier important, au-delà de l'indépendance économique, c'est de former une nouvelle génération de business angels, c'est-à-dire des investisseurs, massivement des femmes là aussi, et les hommes qui en ont, parce que les entrepreneurs talentueuses et puis les entrepreneurs hommes, mais qui peuvent avoir des parcours de vie ou des parcours scolaires ou des parcours professionnels considérés comme atypiques ou pas à la mode, des entrepreneurs hommes ou femmes qui développent des entreprises à impact, sont des organisations qui aujourd'hui ne sont pas prises au sérieux pleinement par les financeurs classiques, et qui donc peinent à trouver des financements et peinent à grandir et à avoir les moyens de leur ambition et les moyens de leur développement. Et donc, c'est pour ça que vous voyez régulièrement tout un tas d'initiatives magnifiques, hyper intéressantes, prometteuses, etc., mais qui restent à un tout petit niveau. Et ce n'est pas parce que l'entrepreneur n'a pas le potentiel de pouvoir la développer. Hein. Sachant que, juste en parenthèse, quand je parle à l'oral d'entrepreneur, c'est avec ou sans eux. J'utilise le mot entrepreneur pour pouvoir intégrer le fait que, homme ou femme, lorsque vous êtes entrepreneur, vous montez votre truc et il y a quand même une grosse partie des challenges que vous rencontrez qui sont les mêmes. Donc, pourquoi ils restent petits? C'est aussi parce que, malheureusement, ils ne trouvent pas les moyens pour pouvoir investir, développer leur entreprise, recruter, se financer, grandir, etc. Donc, ça, c'est ce que fait Own Your Cash. Et Elle Compte, c'est une initiative que j'ai lancée pour la première édition en décembre de l'année dernière, décembre 2019, et pour la seconde en juillet dernier, et qui vise à diffuser trois messages. Le premier, en fait, c'est de soutenir, l'objectif premier est de soutenir concrètement en cette période de crise économique et de doute et de perte de confiance. Parce que même si la crise économique n'est pas pleinement et entièrement là, dès lors que vous perdez confiance et que vous avez peur de demain, en fait, ça empêche tout un tas de décisions d'achat, de décisions de consommation, de décisions d'investissement, qui donc vont malheureusement encore plus fragiliser les entreprises qui aujourd'hui sont petites et sont encore fragiles. Donc, en fait, pour les entreprises les plus jeunes, la crise est déjà là, mais par absence de décision de leurs donneurs d'ordre ou des personnes qui auraient pu acheter leurs produits ou leurs services. Hein, donc, elles sont en avance de phase, malheureusement, par rapport à d'autres organisations. Et donc, le collectif a pour objectif donc, de mettre en lumière des entrepreneurs talentueuses, donc des entreprises fondées ou cofondées par des femmes,
pour les aider à traverser la crise et puis à soutenir très concrètement leur chiffre d'affaires. Donc, ça se présente comment? C'est une plateforme comme une base achat sur une page, donc qui référence, aujourd'hui elles sont 27 entrepreneurs, soit des entrepreneurs qui développent un impact social ou environnemental positif fort de par leur activité, soit qui développent une innovation notable dans leur domaine. Donc, elles sont de tout secteur d'activité, c'est très varié, quasiment aucune n'est concurrente de l'autre. Et donc, si on pouvait encore douter du fait qu'il n'y a pas d'archétype d'entrepreneur-heureux, que non, les entrepreneurs-heureux ne s'intéressent pas qu'aux bébés et aux produits d'hygiène pour les femmes et à je ne sais pas quoi, et que même si c'est des secteurs hyper intéressants, mais que non, elles peuvent s'intéresser et développer des entreprises dans des domaines très variés. Cette sélection d'entrepreneurs le prouve de manière assez formidable. Elles ont été réunies soit parce qu'elles ont répondu à l'appel que j'ai publié sur les réseaux sociaux en mai dernier, soit parce qu'elles sont membres de nos réseaux partenaires, et nos partenaires au sens large, il n'y a pas que des réseaux, des organisations partenaires. Donc, ils sont au nombre de 22 aujourd'hui, dont Lucie, et également des réseaux de type Paris Senco, qui sont des réseaux d'incubation ou des réseaux d'entrepreneurs comme le MOVE, donc entrepreneurs sociaux, donc le mouvement des entrepreneurs sociaux, des plateformes de financement qui poussent particulièrement au financement de projets à impact comme We Do Good, qui soutiennent particulièrement l'innovation comme Eldorado, vraiment des acteurs très variés. C'était important pour moi aussi de réunir des partenaires qui puissent porter un message autour de l'argent et de la prévention des difficultés, précisément parce qu'on est en période de crise sociale à venir très forte, et que l'un des grands messages de Elle Compte, ça paraît bête, mais c'est que Elle Compte dans l'économie et dans la consommation, je le disais tout à l'heure, et donc c'est par leur consommation et leur influence sur les décisions de consommation que les femmes en fait orientent, contribuent à pérenniser tout un tas d'entreprises qui sinon n'auraient pas trouvé de financeurs pour pouvoir les aider à se développer. Et qui dit consommation, dit aussi potentiel surendettement, dit aussi difficultés financières. Et donc, l'un des partenaires qui nous a rejoint récemment est une association que j'admire beaucoup, qui s'appelle le Crisus, et qui fait de la prévention des difficultés et de la résolution et du soutien très concret à des situations financières personnelles ou difficiles, des situations de surendettement. Et donc, il m'aurait semblé irresponsable de ne pas parler de prévention des difficultés et aussi de travail contre le surendettement en termes de consommation, dès lors qu'on parlait de consommation massivement. Hein, donc, ça me semblait important. Et puis, dernier message essentiel, c'est une invitation à passer à l'action de ce collectif Elle Compte. C'est-à-dire que ces entrepreneurs ont certes des voix extrêmement originales, très innovantes, et je vais en citer quelques-unes qui sont plutôt orientées donc impact social ou environnemental positif, et qui ont des perspectives parfois même très étonnantes, ou des façons de se montrer au monde qui sont tout à fait surprenantes et incroyables et rafraîchissantes. Pour autant, juste écouter leur voix ne suffit pas. Et ces voix s'éteindront, s'épuiseront, si on ne les aide pas à traverser la crise. Et donc, passer à l'action, ça veut dire acheter leurs produits ou leurs services lorsqu'elles sont en B2C, donc elles s'intéressent aux consommatrices et aux consommateurs. C'est recommander leurs produits ou leurs services dans son organisation lorsqu'on est face à des entreprises qui proposent des services en B2B, donc qui s'adressent aux entreprises. On connaît tous dans sa structure, si ce n'est pas soi-même d'ailleurs, le directeur ou la directrice achat, le directeur ou la directrice RSE, le directeur ou la directrice marketing, communication, DRH, etc. Et donc, il ne s'agit pas de faire du piston, il s'agit quand même d'avoir bien conscience du fait que si les personnes qui ont le pouvoir de mettre en place des appels d'offres ou de procéder à des décisions d'achat dans les organisations ne sont pas juste au courant
que telle entreprise existe, comment voulez-vous que cette entreprise puisse avoir ses chances de pouvoir défendre la qualité de ses produits ou des services? Donc, juste le faire savoir en disant, bah, tiens, j'ai vu sur cette plateforme, j'ai entendu parler de telle boîte, il se trouve que j'ai entendu que vous étiez en train de considérer des choses sur la qualité de vie au travail, par exemple, ou la parentalité en entreprise, ou vous étiez en train de réfléchir à travailler sur une offre un peu différente en termes de RSE. Tiens, j'ai entendu parler de 2 ou 3 entreprises, je ne les ai déjà pas testées, mais peut-être que vous pourriez les faire entrer dans votre liste de personnes que vous avez envie d'interroger pour votre appel d'offres. Et ça a beaucoup de valeur parce que si évidemment vous êtes basé à Toulouse, comme Madame nous le disait tout à l'heure, alors que l'entreprise est basée à Lyon, la probabilité qu'elle ait connaissance du fait que, que votre collègue est en train de lancer un appel d'offres, s'il n'est pas un appel d'offres en ligne public, elle est quand même faible, quoi. Et donc, vous les aidez concrètement. Et passer à l'action cash aussi, c'est répondre à leurs besoins de recrutement, puisque c'est une des choses les plus compliquées quand on est une jeune entreprise, c'est de recruter des personnes qui ont envie d'être là, qui sont talentueuses, qui sont fiables. Et donc, vous leur rendez service, mais vous rendez aussi service à vos amis ou à vos contacts en relayant leurs offres d'emploi. Et donc ça, c'est une action cash, hein, c'est pas juste mettre un petit like sur leur page Facebook ou leur page LinkedIn. L'invitation à passer à l'action, c'est aussi de répondre ou en tout cas de leur proposer pour les entreprises dont vous auriez déjà acheté les produits ou services, leur proposer de leur laisser un avis favorable. Et si elles ne vous le proposent pas directement, parce qu'il y en a qui sont tellement le nez dans le guidon qu'elles ne sont pas structurées pour ça, c'est de leur dire, voilà, j'ai beaucoup apprécié, leur envoyer un petit mail en disant, j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites, merci beaucoup, j'ai adoré votre produit, votre service, est-ce que vous pourriez m'indiquer où est-ce que je peux laisser un avis favorable, une recommandation, parler de mon expérience avec votre produit ou votre service, parce que vraiment, ça me ferait plaisir. Et en fait, vous leur rendez service de manière claire, certes en achetant leur offre, mais aussi en leur donnant un capital confiance, c'est-à-dire en permettant à d'autres personnes qui ne les connaissent pas de pouvoir voir que 1, 2, 3, 5, 10 personnes ont vachement apprécié leur produit ou leur service. Et donc, vous les aidez à enclencher une dynamique positive commerciale pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Et dernier point et non des moindres, eh bien, passer à l'action, c'est aussi se rendre compte que les femmes peuvent passer de ce statut honni et mal... honni et tellement dévalorisé de consommatrice. Vous noterez d'ailleurs qu'on dit consommateur, on ne dit pas consommatrice. Alors même qu'en fait, les consommateurs sont plutôt des consommatrices. Vous avez noté cette petite... la puissance du langage, la puissance du conditionnement, c'est pas beau ça? Dites-moi dans le chat si vous avez déjà entendu consommatrice, parce que moi, je ne l'ai jamais entendu, alors même que c'est plutôt elles qui sont consommatrices. Non, j'ai jamais entendu, mais j'ai pas non plus entendu le ménager de moins de 50 ans. Alors ça, mais oui, mais c'est défavorable. Vous voyez, en fait, je parlais sur la valorisation de l'acte de consommation comme un acte militant, engagé, etc. Et en fait, non, non, les femmes, non, c'est pas possible. Bref. Et donc, passer de ce statut de consommatrice ou consommatrice au statut d'investisseur. Et donc, investisseurs, en fait, on l'est toutes. Et je dis aussi investisseur avec un E à la fin, parce que c'est une activité qui, pour moi, est évidemment mixte. Et donc, il n'y a pas d'investisseuse qui aurait des façons de faire différentes ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je crois que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure et que j'avais oublié, mais... vous savez, au moment de la crise de 2008, avec la chute de cette banque fameuse Lehman Brothers, est-ce que vous vous souvenez, au moment de la chute de l'explosion de cette bulle financière tout à fait terrible et mortifère, et qui a conduit à la ruine des centaines de milliers de personnes par le monde, malheureusement. Il y a plusieurs personnes qui, en partant encore une fois de bons sentiments, expliquaient que si les Lehman Brothers, donc cette banque, donc les frères Lehman supposément, en tout cas à l'origine, avaient été des Lehman Sisters, donc des sœurs Lehman et pas des frères Lehman, eh bien elles n'auraient pas pris le même
type de décision, et donc la chute de cette banque tout à fait, je crois qu'elle était centenaire, n'aurait pas eu lieu. En fait, moi, je suis pas si sûre. Je suis pas si sûre parce que quand vous commencez tout bébé dans une organisation dans laquelle le conformisme, pour pouvoir, en tout cas, se conformer aux normes, aux modes de décision, aux pratiques, à la culture, vous façonne, c'est pas du tout évident, que arriver tout en haut, vous soyez capable de faire la distinguo entre ces habitudes très délétères et mortifères qui vont conduire à cette chute et ce qui vous semble pérenne, durable et positif. Regardez Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui est passée par un certain nombre d'organisations dont Google. Bon, Sheryl Sandberg n'est pas, même si elle est portée au nu par tout un tas de personnes qui achètent de manière un peu naïve, à vrai dire, le storytelling, donc le supposé parcours féministe qu'elle a eu, alors que bon, bref, il y aurait beaucoup à dire. Sheryl Sandberg, absolument pas un rempart inextinguible ou inexpugnable contre les supposées dérives de Facebook. Pas du tout, pas du tout. Et il y a plusieurs enquêtes qui montrent très largement qu'elle a été complice et absolument au courant de manipulation de données privées, etc. Donc, si vous voulez, c'est le contre-exemple de ce fameux exemple de Lehman Brothers versus Lehman Sisters. Donc, c'est pas parce qu'il y a des femmes qu'elles seraient plus vertueuses. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En revanche, donc c'est pour ça que je dis investisseur avec un E, pour revenir au truc de départ, parce que pour moi c'est un peu c'est indépendant du genre, et donc inviter plus de femmes à passer à l'action en apprenant à devenir investisseur. Et en fait on l'est toutes parce que pour un certain nombre d'entre nous et d'entre vous, vous êtes encore salariés, et donc il est probable que vous ayez de l'épargne salariale, et en fait cette épargne salariale elle est placée, elle est investie par défaut dans un certain nombre de produits financiers dont vous n'avez pas connaissance. Donc, en fait, vous êtes investisseur, même si vous ne le savez pas. Et il est probable que cette épargne soit en train d'alimenter une forme d'économie qui ne correspond pas exactement à vos priorités à vous. Hein. Donc, parenthèse. Vous êtes investisseur également sans le savoir, et vous êtes en fait des actrices qui se méconnaissent elles-mêmes sur leur action sur l'économie si vous avez un livret A. Même si vous avez un compte courant, simplement, en banque. A priori, l'immense majorité des Français et des Françaises est bancarisée. Donc, a priori, vous êtes investisseur d'une certaine manière, puisque l'argent que vous laissez à la banque, même sans rien y faire, ou juste sur votre livret A, va financer des activités qui sont plutôt des activités, malheureusement, porteuses d'aggravation des effets climatiques, d'aggravation de l'empreinte carbone, d'aggravation des inégalités sociales, puisque les organisations qui mènent une action très positive et déterminée en faveur d'un impact social et environnemental positif ne sont pas du tout celles qui sont financées en priorité par ces poches d'argent-là. Pas du tout, pas du tout. Sauf si vous êtes dans des banques éthiques, vraiment, mais elles sont epsilon du marché. Donc, si vous êtes chez les grands acteurs, la probabilité est vraiment très très faible que votre argent aille là où vous pensez qu'il va. Pour autant, vous êtes en train de déployer probablement une grande énergie, si vous travaillez dans la RSE, dans votre job, ou une grande énergie à la maison en triant vos déchets, en recyclant, etc., etc. Mais ok, vous consommez combien par mois? 200 €, 300 €, allez, 500 € à tout casser, 1000 € à tout casser de nourriture bio, locale, je sais pas quoi. Ok, mais votre argent à côté, il est en train de financer une économie contre laquelle, par ailleurs, vous êtes en train de pédaler, si vous voulez. C'est un peu la course qu'on ne pourra jamais rattraper. Et donc, la prise de conscience du fait que l'argent des femmes peut véritablement façonner l'économie de demain, et cette économie a un impact social, environnemental positif, qui porte des innovations durables, qui porte des innovations qui sont fortes, et qui, aujourd'hui, parce qu'elles sont portées par des femmes qui viennent ou pas d'ici, qui n'ont pas la bonne couleur, ou pas le bon profil, les bons diplômes, que sais-je, ne sont pas prises au sérieux. Et donc cette invitation à passer à l'action, elle est aussi autour de la prise de conscience du fait que votre argent, en fait,
est un déterminant essentiel, pas uniquement pour vous, mais aussi pour l'avenir de vos enfants, et que donc je vous invite à en prendre conscience. Voilà, voilà. Ah, je vois plein de petits rouges. Attendez, il y a plein de commentaires, j'adore. Alors, jamais entendu. C'est pour consommateur, ça, hein, consommatrice. C'est une ruche où tout le monde partage en mode win-win. Ça, c'était quoi? Je ne sais pas. Oui, c'est le constat qui explique mon choix indiqué, ne pas s'oublier pour avoir les mêmes postes. Oui, on le voit quand on veut monter une entreprise. Oui, une entreprise à impact social. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et alors, une autre question. Non, c'est la même. D'accord. Bon. Bon, bah super. Merci beaucoup, Imen, vraiment pour ce partage. Et du coup, ça permet vraiment, bah, on espère en tout cas, aujourd'hui de prendre conscience que bah, nous, les femmes, on peut vraiment jouer un rôle et on peut passer à l'action tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre qu'on veuille bien nous donner le droit d'exister. Exactement, exactement. Et que toutes les plateformes de crowdfunding que vous avez l'habitude d'utiliser parce que vous voulez donner un coup de pouce à votre copine qui est en train de lancer un voyage, je ne sais pas où, en marathon pour aller je ne sais où, ou qui est en train de lancer une marque de je ne sais pas quoi qui vous semble sympa, bah, vous pouvez aller au-delà du simple don et aller plus au-delà en regardant ce qui se passe sur les plateformes de crowdfunding. C'est l'une des façons les plus simples et plus accessibles de se lancer. Et puis, c'est aussi d'aller interroger votre banquier ou votre banquière en lui demandant explicitement ce qu'il est en train de faire de votre argent. Et je pense que vous ne serez pas déçus des réponses. Est-ce qu'il y a des réactions, des retours sur ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça je vous ai mis le lien vers la page de Elcompte. Hein. Oui. Je vous ai mis le lien. Je peux le remettre éventuellement. Il est aussi dans la présentation qu'on va vous envoyer. Et puis, on va vous envoyer un mail avec le replay du webinaire et puis, bien sûr, le lien vers la page Elcompte où vous pourrez découvrir tous ces entrepreneurs qui donnent vraiment l'exemple. Oui, mais enfin, entre à pas de géant qui est dans l'activité physique adaptée et qui aide des milliers de personnes à pratiquer une activité physique pour leur santé, pour permettre de se sentir mieux, entre avec plaisir, qui est une entreprise qui permet de gérer les allergies alimentaires et qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers en référençant, parce que Dieu sait si c'est tellement difficile quand on a des allergies alimentaires, de pouvoir trouver des endroits où sortir au restaurant et garder du plaisir à cet acte qui paraît pourtant si anodin à plein de gens et qui, de l'autre côté, propose de la formation pour les restaurateurs pour pouvoir leur permettre de gérer toutes les options et les difficultés que suppose la prise en charge des allergies alimentaires. Donc c'est une boîte qui est hyper intéressante. On a une autre qui s'appelle We Care at Work, qui a été fondée par une femme qui s'appelle Anne-Sophie Tuzinski et qui a commencé par monter une association d'entreprises autour de comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la question de la maladie au travail, la maladie chronique, la maladie de longue durée, le cancer et d'autres maladies ensuite, et qui a fondé We Care at Work qui permet aux entreprises de passer le stade de la culpabilisation ou de la tétanie ou de la sidération face à la maladie d'un ou plusieurs salariés et de passer à la prise en compte et à une vraie politique d'inclusion en matière d'intégration, de réintégration de ces salariés à leur poste de travail avec une vision, pour le coup, tout à fait iconoclaste sur le fait que les salariés qui sont porteurs de maladies chroniques, en fait, ont beaucoup à nous apprendre en termes d'adaptation dans cette période si difficile de crise du coronavirus. Je vois du rouge, Je vous ai mis à l'écran, je ne sais pas si vous voyez la page Elcompte. Comment peut-on rejoindre Elcompte? Alors, rejoindre en tant qu'entrepreneur ou en tant que quoi? En tant que créatrice d'entreprise. Ah oui, alors, donc en fait, l'appel à candidature est clos depuis le mois de juillet. Et il y a eu une extension pour les entreprises, les entrepreneurs qui étaient partenaires, qui étaient membres de nos réseaux partenaires
jusqu'au 15 ou 20 août et c'est désormais terminé. Mais peut-être que si on fait une prochaine Pour la prochaine, l'année prochaine. édition, mais n'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil, à suivre sur les réseaux sociaux. On a partagé beaucoup de contenu et je pense que au-delà d'écouter leurs voix qui sont vraiment très originales, parce que chacune a produit soit une vidéo, soit un contenu audio ou un article, allez jeter un œil sur les besoins qu'elles expriment sur la plateforme. Et je pense que vous aurez probablement des pistes à partager avec elles. D'accord, merci. Avec plaisir. Voilà. Oui, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Je voulais juste vous remercier. C'était très passionnant, instructif. Et j'ai retrouvé beaucoup de moi dans ce que vous avez dit, même si je ne suis pas entrepreneuse, mais que je me pose vraiment la question. Et ce que Diane a dit aussi m'a beaucoup parlé, de ne pas se retrouver dans l'entreprise et de se dire que peut-être qu'il faut créer la sienne pour retrouver ses valeurs. Oui, et après, il y a aussi des principes de réalité. Et que il y a un mouvement, avec plaisir Valérie, merci. Il y a un principe de réalité. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui pousse assez massivement les femmes à entreprendre, sauf que on leur explique pas que en fait ça va être super dur pour elles, notamment en matière de financement. Ça va être super dur. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir une banque, si vous n'avez pas de garantie personnelle, si vous n'avez pas de capital, vous n'aurez pas de financement, qu'une banque ne vous prêtera jamais d'argent si vous voulez juste embaucher, énormément de femmes, l'un des freins à l'entrepreneuriat pour elles, c'est d'avoir peur de mettre leur famille en danger. Et donc, c'est OK. Hein. Et donc, la prise de conscience du fait qu'elles ont leur argent à elles, il y a l'argent, mon argent, et puis l'argent de ma famille, et c'est deux choses distinctes. Ce travail-là, c'est quelque chose déjà à entamer, parce que c'est pas quand vous serez au milieu de votre projet entrepreneurial que vous allez commencer à vous dire, est-ce que je peux chercher l'argent? En fait, il s'agit de poser les choses avant. Et de poser les choses avant dans votre tête. C'est vraiment une question d'état d'esprit avant même de chiffres, de mobiliser ci ou ça. Et puis comme l'immense majorité, je sais plus, c'était 78%, 76% des femmes, quand elles se lancent, elles se financent sur leurs deniers personnels. Comme elles ont peur de mettre de l'argent, de mettre leur famille en danger, et que finalement, il est fréquent que leur argent personnel, vraiment l'argent qu'elles peuvent se permettre de perdre, entre guillemets, ou qu'elles s'autorisent à se consacrer à elles-mêmes, et en fait assez faible, l'immense majorité des femmes lancent des business dans des services, parce qu'il n'y a pas besoin d'investir beaucoup en capital, et qu'elles pensent rapidement pouvoir retrouver une rémunération, et donc encore une fois ne pas mettre leur famille en danger. Et ça pénalise en fait beaucoup de projets, parce que peut-être que telle entreprise qui aujourd'hui est une entreprise de service, elle aurait mérité un peu plus de temps, un peu plus de financement, et elle aurait pu devenir une entreprise avec une forte dimension technologique. Sauf que on vous a expliqué que pour ça, il fallait plusieurs centaines de milliers d'euros et que vous ne les avez pas. Et donc vous dites, oh là là, moi je fais ça en mode prudent, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je me permets juste de signaler que un projet entrepreneurial, sauf si vous le sentez dans vos tripes, ok, il n'y a rien à dire. Mais sinon, ça vaut vraiment la peine, encore plus dans le climat économique actuel, de vous dire comment est-ce que je vais faire pour que pendant 2 ou 3 ans, je n'ai pas du tout de rémunération. Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je ne vais pas me lever en cauchemar toutes les nuits à cause de ça? Et ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Vous savez, il y a plein... moi, je pense que je l'ai trop en conscience. Ah oui? Dans ce cas-là, vous savez, l'une des choses qui est aussi utile, c'est de se dire que c'est pas un ou, la vie. C'est pas des choix exclusifs. Vous pouvez commencer à travailler là-dessus le soir et le week-end. Vous pouvez vous mettre en temps partiel et commencer à travailler dessus en partie. Moi, je connais plusieurs entrepreneurs, dont une qui fait partie d'Elcompte, qui s'appelle Maria Astrid, qui a monté une boîte qui s'appelle Unix, Y2ONX, et qui a travaillé en temps partiel pendant 1 an ou 1 an et demi, pendant qu'elle montait sa boîte. Parce que elle ne pouvait pas se permettre, dans le budget de sa famille,
de ne pas du tout avoir de salaire. Voilà. Et donc là, elle a monté une boîte, elle n'est pas du tout ingénieure ou dans la tech ou je sais pas quoi, elle a monté une boîte tech avec un associé qui l'est. Et donc ça aussi dans la série, oui, il faudrait féminiser la tech, oui, bah donc il faut former les petites filles à faire du code à 6 ans. Oui, enfin on pourrait aussi se dire qu'une femme qui a une vision de son marché, qui a une forte dimension, soit marketing, soit communication, soit autre chose que strictement de la tech, est tout à fait à même de créer une entreprise dans le domaine de la technologie pour autant qu'elle soit entourée de personnes qui comprennent ce que c'est. Quel est le problème? Vous savez, il y a plein d'entrepreneurs dans la tech qui eux-mêmes n'ont pas de profil tech et on ne leur demande pas ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait 2 poids et 2 mesures sous prétexte que ce soit une femme? Il faut qu'elle coche absolument toutes les cases et même des cases qu'on ne demande pas aux hommes. Donc, donc Marie Astrid, elle a monté sa boîte, donc elle a travaillé sur sa boîte, je dis, pendant 1 an ou 1 an et demi, pendant son temps partiel. Et voilà, alors certains entrepreneurs ou certains membres de la communauté financière considèrent, ou incubateurs, etc., considèrent que des choix comme celui-ci veulent dire qu'elle ne croit pas assez en son projet. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Est-ce que le message que je fais passer à mes membres chez On Your Cash, et Fahimé est bien là pour en témoigner, c'est que ça dépend des circonstances et qu'il s'agit d'écouter ce que la personne a à vous dire et peut-être qu'en fait, elle n'avait juste pas les moyens et que c'est tout à fait honorable et qu'en fait, elle démontre une force de travail, une résilience, une tension sur l'objectif qui est très très forte, une capacité d'organisation très très forte. Moi, c'est ça les signaux que je reçois de quelqu'un qui a monté un projet pendant 1 an et demi à temps partiel où il y a de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, bah, ça veut dire qu'elle en a sous le pied et que si cette nana, elle passe à temps plein, la boîte, elle va exploser. Moi, c'est comme ça que je le lis. Or, la doxa, c'est un entrepreneur, ça doit tout donner pour sa boîte et donc ça doit tout sacrifier et donc ça ne peut être que à 100%. Et donc, ça exclut mécaniquement plein de projets et je trouve ça dommage. C'est un gâchis de potentiel économique et de potentiel social parce que je ne sais pas qui parlait à l'instant, si c'était Valérie qui disait qu'elle s'angoissait pour ça. C'est Valérie? Oui, enfin, je m'angoissais, non, c'est une... Vous aviez des doutes là-dessus. Peut-être qu'on se prive collectivement, vous voyez, de ce que vous pourriez apporter au monde en termes de résolution du besoin ou du problème social ou environnemental, je ne sais pas en quoi consisterait votre projet, et qu'on s'en prive parce que vous n'avez pas encore entendu ou trouvé les solutions ou entendu les bons messages pour pouvoir trouver votre chemin. Et ça, pour moi, c'est un gâchis terrible. Donc, ça sert aussi à ça, On Your Cash. Bien, c'était une des questions. Alors, j'irai voir votre site. OK. Une petite dernière pour la route, une petite dernière question. Moi, juste, donc, Diane, c'est pas une question, mais je voulais juste te dire qu'effectivement, tout ce qui a été dit a fait assez résonance parce que j'ai fait le parcours inverse, c'est-à-dire que moi, j'étais entreprendre et en plus dans le RSE. Je pense qu'en fait, tout ce qu'on a dit, je pense qu'on peut faire un parallèle avec tout ce qui est effectivement enjeux environnementaux. Clairement, aujourd'hui, quand on décide de sortir un petit peu du système tel qu'il est aujourd'hui, de toute façon, il faut revoir, je pense, l'ensemble en fait de sa vie. Ça peut pas être un projet juste d'entreprise. Aujourd'hui, on a souvent tendance à cloisonner, et je pense que clairement, c'est quand on se pose la question, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que justement, on est confronté à quel que soit ce qu'on veut entreprendre qui n'est pas dans, on va dire, dans les cases. Voilà, il faut effectivement penser différemment, être conscient des choses, mais pas trop, parce qu'effectivement, tout ce qui nous est renvoyé, surtout en tant que femme, et il y a beaucoup d'hommes qui le reconnaissent aujourd'hui, font qu'on a tendance à avoir le syndrome de l'imposteur. Et donc, de fait, effectivement, même quand on n'a pas peur, qu'on a enlevé un maximum de freins pour avancer, même quand on y croit, c'est compliqué parce qu'on a tendance à avoir justement ce syndrome de l'imposteur et cette remise en question qui est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et des fois à l'extrême.
Et ça fait résonance avec ce que m'avait dit une conseillère bancaire qui m'avait dit justement, en fait, souvent, les femmes ont extrêmement conscience du risque qu'elles prennent, ce qui n'est pas le cas de la plupart des hommes quand ils entreprennent. Et justement, elles ont tendance à vouloir investir dans leur entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes qui attendent à ce qu'on leur finance la totalité de leur projet. Et donc, le seul conseil que moi je donnerais, c'est effectivement, entourez-vous de chefs d'entreprise. Moi, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est le retour d'expérience des gens qui ont entrepris. Parce qu'en fait, il n'y a pas, c'est très clair, on sait très bien qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il peut avoir 2-3 boîtes avant que ça fonctionne. Donc, c'est bien de le savoir, mais c'est aussi très encourageant de se dire que quand on a envie, on y arrive. Et aussi, je me dis que ça nous permet de travailler avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, peut-être qu'on pèse moins lourd, mais par contre, on change les choses à notre niveau. Voilà. Donc, Ouais. en tout cas, merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait résonance. Je me sens beaucoup moins seule parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et merci en tout cas. Merci à vous, Diane. Et je vais me permettre d'être d'accord sur presque tout, sauf le fait qu'on reste petit. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que collectivement, notre société a besoin de personnes qui assument leur ambition, leur ambition de changer des choses à grande échelle, et que ces personnes-là, elles auront besoin d'argent pour le faire, de capitaux, de personnes qui vont croire en elles et qui vont agir à leur côté, même si tout ce petit monde a peur. Moi, je pense que la peur n'est pas un frein. Moi, j'ai peur tous les jours. Vous n'imaginez même pas. Je suis une perfectionniste au dernier degré. Je suis tétanisée par des milliards de choses. C'est horrible, mais j'avance malgré la peur. Et l'ambition, une ambition assumée par les femmes, une ambition assumée par les acteurs du changement social ou environnemental, je pense que vraiment, j'espère vraiment que ce sera de mieux en mieux accepté socialement et que la petite musique de « c'est pas grave, je fais un petit truc, c'est déjà pas mal », en tant que société, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Dans 10 ans, enfin même pas dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que Bref, voilà. Donc moi, je ressens une très très forte urgence. Et peut-être que c'est aussi parce que je m'intéresse à ces sujets depuis 2012, donc ça fait 8 ans. Je me dis, on n'a plus le temps. Et donc, le temps des expérimentations doit continuer, bien entendu, mais le temps du passage à l'échelle supérieure pour faire une vraie différence et offrir de vraies alternatives aux personnes qui veulent s'engager mais qui ne savent pas comment, je pense que c'est important. Donc, voilà, je me permets d'être un tout petit peu en désaccord, chère Diane. Et c'est OK de vouloir faire des choses à petite échelle si c'est son choix. Mais qu'en revanche, si son rêve il est plus grand et qu'on pense que sa solution ou ses solutions, elles peuvent faire une grosse différence, je pense qu'il est de la responsabilité de nous tous, en tant qu'investisseurs, en tant que citoyens et citoyennes, de les soutenir et de leur donner les moyens de pouvoir atteindre ces ambitions parce qu'en fait, il et elle travaillent pour nous tous. Donc, bref, j'en ai le souffle coupé là. Bon, allez, merci beaucoup. Salia, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Imen, pour vraiment ce beau partage qui, je pense, a vraiment donné envie aux femmes d'agir et de passer à l'action. Je pense que c'est vraiment, Elle compte est vraiment une campagne magnifique pour vraiment faire passer le message et c'est ça qui... il suffit parfois juste d'un déclic pour passer à l'action et se sortir des carcans parfois qu'on se crée soi-même ou qu'on nous impose. On nous impose, exactement. Donc voilà, donc vraiment, merci à tous, merci Imen et puis on espère que la campagne va vraiment rencontrer tout le succès qu'elle mérite. En tout cas, on va tout faire pour. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à toutes. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup.